Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie Art Books. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je pense que personne ne l'a manqué. L'automne arrive très rapidement, en tout cas dans le nord. On est déjà à des températures parfois assez fraîches, même si ça a tendance à remonter de temps en temps. Bref, je profite aujourd'hui d'avoir encore une luminosité d'été pour te filmer cette vidéo qui serait un bilan de l'été, du coup, de toutes mes lectures de l'été, avec le petit twist qui est que je vais essayer à chaque fois de parler maximum pendant 1 minute des livres. Donc, a priori, cette vidéo ne devrait pas atteindre 30 minutes. Voilà, et, tu remarqueras que je tiens mon téléphone très près de ma bouche et je pense que tout le monde l'a compris, je l'utilise comme micro aujourd'hui. Malheureusement, mon micro m'a lâché tout récemment, ce qui est très énervant parce que lui et la caméra à laquelle il appartient n'ont même pas 1 an. Donc ça m'énerve un peu, mais bon, on va essayer d'arranger ça. On va essayer de renvoyer chez le constructeur pour que soit il me le répare, soit il me le remplace. Commençons tout de suite. Donc j'ai lu en tout 17 ouvrages en juillet-août. J'ai pas compté du tout juin. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, mon été, mon ambiance était, même si j'ai pas été en vacances pendant 2 mois, ça c'est sûr, mon ambiance était à vraiment commencer que en juillet. Sachant qu'en juin j'étais en voyage dans ma famille, donc j'ai pas lu en fait, c'était vraiment un voyage où la lecture n'était pas forcément une activité à laquelle je m'adonnais. Donc voilà, pour juillet-août j'ai lu en tout 17 ouvrages à raison de 9 romans et 8 graphiques que je vais tous te présenter, espérons-le, en moins d'1 minute. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, c'est vrai qu'il y a certains ouvrages que vous aurez déjà vu passer, enfin, pas tous, parce que je les ai pas tous présentés en vlog, tout simplement parce que je ne vloguais pas tout le temps. Donc, on va commencer tout de suite avec Le Bouffon de la Couronne, à qui j'ai donné 4 étoiles. Le Bouffon de la Couronne est une fantaisie médiévale qui va beaucoup s'inspirer de l'Assassin royal de Robin Hobb. On va être dans un monde médiévaliste de fantaisie où on va suivre un gars, Sébrin, qui de base est dans une sorte de monastère pour devenir l'équivalent d'un moine. C'est pas du tout le même type de religion que voilà, mais c'est comme ça que moi je l'ai perçu, une sorte de moine pour le triste, c'est le nom de la religion. Sauf que une chose en emmenant une autre, il a vraiment pas de chance. Pour le coup, Séverin n'a pas de chance. Il va être propulsé bouffon du roi, donc bouffon de la couronne. Et à partir de ce moment, on va être nous propulsés dans tout ce qui est intrigue de cour. Et voilà comment la royauté se maintient, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des méandres du pouvoir. Et voilà, c'est un livre auquel j'ai donné 4 étoiles, que j'ai beaucoup aimé, qu'aujourd'hui je me permets de vous recommander si en tout cas c'est votre vibe. Il est très bien écrit, le vocabulaire est extrêmement fourni, extrêmement riche. On n'est pas perdu, mais il y a forcément, enfin en tout cas pour moi, forcément quelques mots que je n'ai pas captés, mais du coup j'ai enrichi mon vocabulaire. Et aujourd'hui je me permets de te le recommander. Coucou Ziri. On va passer très rapidement à Blood on Her Tongue de Johanna Van Veen, que voilà, j'ai lu en début d'été, auquel j'ai donné 3,5 étoiles. Ici, on est dans un monde plus de l'époque victorienne, je dirais. On suit une sœur jumelle, Lucie, qui va être contactée par le mari de sa jumelle, du coup, qui s'appelle Sarah. Qui lui dit qu'elle est très très malade et qu'il faut qu'elle vienne. Donc c'est un peu dans une campagne et on va la suivre en fait, qui va rejoindre sa sœur et se rendre compte qu'effectivement sa sœur est malade et commence à avoir des comportements très bizarres, notamment par rapport au sang, par rapport à sa faim, à ce qu'elle mange, ce qu'elle ne mange pas. Et voilà, on va être dans une sorte de réinterprétation. Je vais dire le mythe du vampire, mais c'est plus une sorte de sensu. Voilà, c'était très intéressant, donc c'est de l'horrifique, avec un petit peu de gore quand même, il faut se le dire. Il y a des scènes qui sont assez dérangeantes, notamment liées au sang. C'est très bien écrit, pareil, vocabulaire très fourni, pareil, je vous le recommande. Bon, je lui ai donné 3,5 étoiles parce que côté plot, j'avais quand même quelque chose à en redire. Et il y a Zuri qui me mord. Pourquoi tu me mords? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc ça, c'était pour Blood on Her Tongue. Je disais que je vous le recommande, mais c'est vrai que je lui ai donné que 3,5 étoiles. Pour moi, c'est plutôt une bonne note, limite très bonne note. Mais en fait, c'est parce que le plot était quand même assez léger. C'était vraiment l'ambiance qui était très forte et très bien retranscrit. C'est vraiment pour les lecteurs de gothique, horrifique, etc. Alors, on a ensuite Lapin maudit de Bora Chung, que j'ai lu dans le cadre du Summerwind. Bon, j'en ai tellement parlé que je pense que tout le monde le sait. Je lui ai donné 3,75 étoiles. Bora Chung, ici, nous propose un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles un peu glauque, un peu horrifique, où en fait, on va avoir 10
nouvelles qui vont toutes un peu utiliser des travers de notre société, notamment côté patriarcat, misogynie, traitement mauvais de la femme forcément, et va les tourner en jury. Désolée, vraiment les aléas, j'allais dire du direct, mais c'est pas un direct. Allez, sors de là. Hop. Vous saurez que si la vidéo est plus longue que ce que j'ai prévu, c'est à cause de jury. Donc, Borachong va nous proposer un recueil de nouvelles un petit peu bizarre, un petit peu horrifique, qui vont en fait prendre tout ce qui est travers de la société patriarcale et tout, pour en tirer les parties très grotesques et en faire des récits très bizarres et un petit peu horrifiques. Alors bon, c'est inégal de la façon dont tout recueil va être inégal. Je n'ai eu aucun coup de cœur en termes de nouvelles dans ce recueil, mais bon, ça ne m'est jamais arrivé, je crois. En fait, j'ai pas de souvenir d'un coup de cœur dans un recueil de nouvelles. Donc bon, voilà, je ne vais pas mettre ça comme point noir. Je ne suis pas très nouvelle de base. Mais voilà, en tout cas, c'était très intéressant. Pareil, comme tous les livres que je t'ai présentés avant lui, je te le recommande assez chaudement quand même, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. On continue avec Book of Night de Holly Black, qui est un roman fantastique, je dirais, dans lequel on va être dans un monde où il y a une sorte de magie qui a apparu il y a quelques décennies, il me semble, et c'est la magie des ombres, où c'est l'ombre de chaque personne. Si tu as cette magie, tu peux utiliser ton ombre pour faire plein de choses et en fait elle peut interagir avec le monde tangible si tu veux. Et puis on va suivre un personnage principal qui de base est une sorte de chenapan. Elle a fait plein de bêtises dans sa jeunesse et elle a décidé de se ranger, sauf qu'il y a un événement qui va faire qu'elle va devoir sortir de sa retraite de malfrat. Et voilà, on va la suivre à ce moment-là. Il y a aussi un petit côté romance, même s'il prend pas du tout le pas. Vraiment, selon moi, il prend pas du tout le pas. J'ai donné à ce roman 3 étoiles. Voilà, pour moi, il était vraiment moyen, mais pas mauvais. C'est-à-dire, il est pas transcendant. C'est un young adulte. Non, il est classé adulte parce qu'effectivement, il y a quelques scénettes et choses qui se passent qui peut-être ne sont pas classables en young adulte. Je l'entends. Mais dans le plot et dans le développement des personnages, dans la complexité du récit et comment les nuances qu'on peut y avoir, pour moi, ça reste du young adulte. Je vous le recommande si c'est le type de récit qui pourrait vous plaire, mais c'est vrai que moi c'est resté assez moyen. Il n'a pas réussi à me toucher comme je l'espérais. Ensuite on a Au-dedans, qui est une BD qui a été un coup de cœur, BD à laquelle j'ai donné 4.5 étoiles. Ici, donc c'est écrit par Will MacPhail, je crois. Je sais pas si c'est autobiographique, mais on va suivre un illustrateur pour des sketchs de journaux, et c'est ce que aussi Will MacPhail en tout cas faisait avant d'être BDiste, donc c'est pour ça que je dis c'est peut-être autobiographique. Et en fait la BD va être centrée autour de la capacité à se connecter aux gens, à avoir des conversations un peu plus deep que le small talk, ça va pas, etc. Ouais, ça va, le taf et tout. Et en fait on va suivre un personnage du coup qui il se retrouve adulte et il se rend compte que depuis qu'il est petit il n'a pas réussi à nouer des liens un peu plus profonds que vraiment la surface de ce que tu peux avoir comme relation sociale de tous les jours avec les gens que tu croises, avec tes collègues, etc. D'ailleurs il n'a pas de collègues, il a un taf assez solitaire. Et franchement, je préfère ne pas en dire plus parce que bon, c'est une BD donc c'est facilement spoilable parce que ça se lit relativement vite. Mais c'est magnifique, c'est très beau, je vous recommande. Et c'est l'une des BD pour moi qui pourrait convenir à tout le monde. Donc voilà, lisez-la. On a ensuite Delusion de Hong Jaka, un truc comme ça, aux éditions Coda Love Toon. Donc cette fois-ci, c'est un webtoon dans lequel on va suivre un jeune homme dans les années 1900, je sais pas combien, qui en fait est peintre et qui va être mandaté pour peindre le portrait d'une femme qui est censée avoir 80 ans environ. D'après en tout cas ce dont on parle, c'est une femme qui est connue depuis des décennies et décennies et qui est riche et tout, mais qu'on ne voit jamais. Sauf que le jour où il va aller chez elle pour peindre son portrait, c'est une jeune femme d'à peine 20 ans, en tout cas de visu en fait qui va se présenter à lui. Et tu comprends bien que encore une fois mythe du vampire. Et voilà, on va avoir une narration où d'un côté on a accès à l'histoire de la femme en question et en même temps on suit le personnage dans son époque contemporaine pendant qu'il vit la chose, à se poser la question de est-ce qu'il va s'en sortir après avoir fini le portrait, parce que voilà, ce qu'il vient de découvrir n'est pas censé être su des personnes extérieures. Je lui ai donné, je sais plus, 3 étoiles. Donc pour moi, de façon globale, c'était moyen. Ça, c'est un peu
mon avis que je veux objectif. Mais en réalité, dans le côté moyen, moi j'ai bien aimé, tu vois. Donc je vais le continuer. Autant Book of Night, si c'était une saga, d'ailleurs il y a une suite qui arrive, mais en fait à la fin on avait à peu près... Bon, je pense qu'on peut se suffire du tome 1, mais il y a une suite, mais je ne compte pas acheter la suite. Peut-être l'audiobook si je l'ai dans mes abonnements. Delusion, c'est un 3 étoiles que j'ai envie de continuer. On a ensuite Fable for the End of the World de Ever Reed, qui est la première dystopie adulte, je crois, de Ever Reed. Très intéressante. Ici, on va être dans un monde où, en fait, elle a poussé le côté numérique et endettement à fond, au point où on est dans un monde où tout le monde est endetté envers la même corporation. Et cette corporation, quand tu arrives à un taux X d'endettement, tu es automatiquement, comment on dit ça, qualifiable pour ce qu'ils appellent j'ai oublié le nom, mais c'est un événement pendant lequel il y a une chasse à l'homme et c'est toi qui es chassé parce que il faut que tu payes ta dette. Si tu meurs, tu meurs et eux ils se remboursent par le fait que c'est live streamé, et si tu meurs pas, ta dette elle est effacée quoi. Et t'as 13 jours pour ne pas mourir. Sauf que les personnes qui te chassent, la personne qui te chasse n'en est pas une, c'est une sorte d'hybride qui a été créée exprès. Ils appellent ça les Angels, exprès pour te chasser. Voilà, mon avis, c'est que c'était pas trop mal, mais ça a pas su me toucher. Pour moi, il y avait des plot holes, notamment des choses qui n'ont pas été expliquées dans comment le monde est devenu comme il est devenu. Et en fait, c'est un ressenti que j'ai eu jusqu'à la fin de l'ouvrage. Et malheureusement, ça m'a un peu gâché une partie de ma lecture, même si, de façon concrète, je trouve pas ça mauvais dans l'écriture. Le plot en lui-même n'est pas mauvais, même si la fin ne m'a vraiment pas plu, mais vraiment pas. Mais voilà, il y avait quand même ce plot hole au niveau de la création, enfin du crafting du monde, qui est dystopique, donc qui est censé être assez proche du monde, mais qui ne m'a pas convaincu et qui m'a maintenu à l'écart. Et voilà, au final, ça reste un 2.75 étoiles. On continue avec Frontières de Singelin, BD à laquelle j'ai donné 4.5 étoiles. Donc coup de cœur aussi, pour le coup. BD du label 619. Donc dans celle-ci, on va suivre plusieurs personnages différents. On est dans un monde où l'homme a poussé la quête de l'espace au point de se retrouver à coloniser ou plutôt exploiter différentes planètes à travers leur terraformation, pas forcément pour aller en vivre, mais pour aller extraire les minerais de chacune de ces terres. Et il y a des usines dans l'espace, dans des sortes de méga vaisseaux. Il y a des personnes qui sont nées dans l'espace et n'ont vécu que dans l'espace, comme il y a encore quelques personnes qui sont nées, qui ont grandi sur la Terre, mais qui a tellement été exploité qu'au final, voilà, il n'y a plus grand chose. Donc on va suivre différents personnages, une scientifique presque à la retraite, donc il y a eu une belle carrière, mais qui s'est fait mettre au placard parce qu'elle a commencé à montrer un peu son mécontentement de façon virulente par rapport à toute l'exploitation des entreprises. On a une ancienne mercenaire, et le dernier, c'est juste un worker, un travailleur de l'espace qui est né, qui a grandi là-bas et qui est un peu perdu par rapport à son avenir et l'intérêt de tout ce qui se passe en fait dans la vie. Et on va les suivre dans une sorte de fuite, et j'en dis pas plus. Et franchement, c'est un récit que je m'attendais pas à autant aimer, notamment par rapport à la patte graphique de l'auteur, mais c'est un récit que je vous conseille vraiment chaudement. J'en ai fait la revue sur Instagram, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. J'ai donné beaucoup plus de détails dessus, et effectivement dans les commentaires il y a d'autres personnes qui disent ouais pareil, en fait je m'attendais vraiment pas à voir le coup de cœur que j'ai eu. Quand tu vois les dessins, tu te dis c'est particulier, tu vois, mais en fait c'est tellement parfait pour le récit, c'est tellement détaillé, c'est tellement beau au final, et en même temps le récit lui-même c'est vraiment bien. Alors il y a quelques points négatifs que moi je lui ai trouvé, notamment le développement de l'histoire de la mercenaire, en tout cas du début de son histoire, et voilà, il y a 2-3 petits trucs que je pourrais relever, mais franchement ça n'enlève rien au plaisir de lecture que j'ai eu en lisant Frontières, donc lisez-le. 4.5 étoiles. On continue avec un livre dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, c'est Meet Cute Club. Je ne saurais pas vous dire le nom de l'auteur, j'ai oublié, mais c'est un auteur, c'est un homme. Et c'est une romance MM. Alors déjà, avant même de vous faire le synopsis, je vais vous dire comment moi je décris cette romance. Quand tu lis cette romance, c'est comme si tu étais en train de regarder un Disney Channel Original Movies des années 2010. Pour les gens qui ont grandi à peu près à la même époque que moi. Et je ne dis pas ça dans le mauvais sens. Enfin, en fait, je dis ça dans tous les sens du terme. Bref, le synopsis, c'est qu'on va suivre Jordan, je crois que c'était Jordan, un jeune homme noir qui est fan de romance et qui a un club de lecture de romance. Donc, c'est juste un gars lambda, mais juste, voilà, il a un taf et tout, mais il est fan de romance. Donc, très souvent, il a la librairie et tout. Et un jour, il va aller dans sa librairie habituelle pour acheter les livres pour son club de lecture. D'ailleurs, en parenthèse, il achète tous les livres pour les membres de son
club, ils sont 5, 6, 8, un truc comme ça. Enfin bref, il va acheter d'un coup 7, 8 livres pour tout le monde. C'est une passion de fou pour lui. Voilà. Et il va voir à la caisse de cette librairie qu'il y a une personne qui est nouvelle. Lui, il connaît bien la librairie, mais voilà, cette personne vient d'arriver et tout. Et il va avoir c'est pas une altercation, mais en fait la personne va un peu se moquer de lui en mode « Oh, toi tu lis de la romance », tu vois, des trucs comme ça. Et lui, ça va vraiment l'énerver parce que c'est un cliché de fou sur le fait que les hommes ne lisent pas la romance ou ne devraient pas lire la romance. Et la personne, en fait, le fait pour le teaser, pas parce que elle y croit, mais elle le fait pour le teaser en mode ça me fait trop rire de voir sa réaction, alors qu'en vrai je ne pense pas du tout ce que je suis en train de dire, tu vois. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et il y aura une romance entre ces deux personnes. Et d'ailleurs l'autre qui l'a teasé va finir par rejoindre son club de lecture. Bref, alors petit point négatif avant que je fasse l'éloge entre guillemets du livre, le début où il teasait le gars et ce qu'il disait sur les lecteurs de romance et tout, et le fait que low-key tu sentais que un peu il y croyait, le fait que c'est des lectures pour les vieilles grand-mères, les trucs comme ça, surtout le type de romance Regency romances que lui il kiffe, ça m'a un peu énervé et je me suis dit bah en fait même si t'es super beau, moi il y aurait aucune romance entre nous, même si tu finis par changer, c'est un peu un no-go pour moi, surtout pour un super fan de romance. Ça m'a étonné en fait qu'il arrive à passer au-dessus, apprendre à connaître la personne, etc. Bien sûr, c'est un très beau jeune homme, donc ça aide. Maintenant, ce que je disais, c'est vraiment lire ce livre, c'est comme si tu regardais un Disney Channel Original Movie, dans le sens où c'est tellement pas réel. La façon dont ils vont se rencontrer, la façon dont ils vont se rapprocher, la façon dont celui qui va faire le premier pas, je vais pas vous dire lequel, mais celui qui va faire le premier pas va le faire de façon cheesy, de façon je ne me cache pas, tu es la personne que je veux pour X ou Y raison, tu es extraordinaire, je vais t'aider pour... I was like... La vie ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ça, c'est un Disney Channel Original Movie. Ça m'a vraiment fait penser à à un film en particulier dont j'ai oublié le nom, où il y a une jeune fille qui rencontre en fait la star dont elle est fan, et lui tombe amoureux d'elle et ils finissent ensemble et tout. Et j'étais en mode ouais. C'est un truc que ça se passait un peu comme ça. Mais bon, en fait, c'est une lecture divertissement. Ça m'a diverti. Donc, c'est pas super bon. Je lui ai donné, je crois, 3 étoiles. Ouais, je lui ai donné 3 étoiles, ce qui est une bonne note, tu vois. C'était divertissant. Mais c'est pas une romance que tu vas prendre au sérieux. C'est pas une romance qui va aller dans le fond du détail, de l'analyse des personnages, du caractère, voilà. Forcément, il y a des petits problèmes, c'est des adultes, j'ai oublié de le dire, mais c'est des adultes, donc ils ont notre âge, la trentaine, peut-être un peu plus même. Mais malgré ça, voilà, on n'est pas forcément dans le côté literary fiction de la romance, on est vraiment dans le côté cheesy romances. Voilà, si c'est vraiment votre truc, n'hésitez pas. Moi, j'ai écouté l'audio et c'était pas mal du tout. On a ensuite, ça c'est très très différent. Eau douce de Akwaeke Emezi, pareil pour le Submarine. Franchement, pour Eau douce en particulier, je vous recommanderais d'aller regarder le replay du live avec Margot, parce que, désolé, il y a du vent, parce que on a vraiment essayé de disséquer un petit peu ce livre, de donner notre avis, et dans les commentaires, il y avait des personnes qui ont dit des choses super pertinentes. Il y avait des personnes qui étaient concernées par, pas forcément leur personne, mais en tout cas qui ont eu des rapports avec des relations, je parle pas d'amour et tout, hein, mais que ce soit familial, amical, etc., avec des personnes qui sont touchées par le trouble de la dissociation de l'identité. Donc voilà, mais bon voilà, c'est un livre semi-autobiographique de l'auteuriste qui va traiter de ce trouble-là à travers le fait que le personnage principal est habité par des esprits dès sa naissance, plusieurs esprits différents qui vont un peu contrôler sa vie. Et voilà, on va la suivre jusqu'à un certain âge, je dirais la trentaine de mémoire, peut-être un peu plus. Mais voilà, je vais pas en dire plus. C'est un livre auquel j'ai donné 3.25. Je vais pas vous dire, voilà, c'est pas un mauvais livre, je l'ai bien aimé. J'avais beaucoup de choses à en redire, même dans les vlogs j'en ai parlé. Mais les derniers 40% m'ont vraiment convaincu. Donc je vais pas donner une superbe note parce que en fait les premiers 60%, voilà, mon avis reste le même et je veux être honnête. C'est pas parce que c'est du semi-autobiographique que je vais me dire forcément c'est du 5 étoiles. À la limite, j'aurais pas dû le noter, tu vois ce que je veux dire. Mais les reproches que j'avais à faire n'étaient pas dans ce que la personne racontait en mode je juge les actions, surtout si c'est de l'autobiographie, on s'en fout. C'est pas à moi de juger ses actions, mais c'était dans la façon dont ça a été fait, dans la façon dont ça a été raconté. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permise de quand même donner une note. Mais je le recommande. Je le recommande quand même. Et si vous voulez savoir pourquoi je le recommande quand même si j'ai donné que, entre guillemets, que 3 étoiles 25, allez voir le live. Vraiment, allez voir le live, vous allez comprendre. On a ensuite Le temps d'un été de... J'ai oublié Samuel Thier, je crois. Et il y a une illustratrice dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée.
qui est une BD qui va suivre une jeune fille adolescente qui n'a jamais connu son père. Il faut savoir que son père est guatémaltèque et sa mère est blanche américaine. Elle a grandi avec sa mère, elle n'a jamais connu son père. Et puis d'un coup, sa mère doit partir en déplacement pendant tout l'été et va la déposer chez son père en mode « Ah bah tu vas passer ton été avec ton père ». Et elle est en mode « What the fuck ?» Like, I don't know him, tu vois. Et du coup, elle est un peu braquée, quoi. Sauf qu'elle arrive, elle découvre un père qui est vraiment eager to know her, to get to know her. Donc, il est vraiment super heureux de rencontrer sa fille et d'apprendre à la connaître, etc. Le seul problème, c'est qu'il y a une barrière linguistique. Il ne comprend pas très bien anglais et elle ne comprend pas un mot de l'espagnol qu'il parle. Et voilà, ils sont dans un quartier très Amérique du Sud coded, dans le sens où les populations qui ont migré de cette partie du monde en fait se retrouvent dans ce quartier-là. Et voilà, on va suivre son été tout simplement. J'ai vraiment beaucoup aimé, je lui ai donné 4 étoiles et je vous le recommande pour vos ados et pour vous-même. C'est une lecture assez rapide, le dessin est très beau, le propos est très doux, c'est pas que du positif, je dis le propos est très doux mais c'est pas que du positif, hein. Il s'en passe quand même des choses, mais dans l'ensemble ça reste une lecture très douce et très positive en fait, en tout cas dans la conclusion. Donc voilà, je vous recommande Le temps d'un été ou Brownstone en anglais, puisqu'elle a été traduite de l'anglais, je crois, de Samuel Thier. Ensuite, on a, celui-là, je ne vous en ai pas parlé du tout, et c'est un peu un bookstagram. YouTube, BookTok, Darling. J'ai lu Podam de Aude Ziegelmeyer, le fameux Podam. Quand il est sorti, même avant qu'il sorte, on ne pouvait plus respirer. On en entendait parler partout. Alors déjà, l'édition est très belle. Moi, je ne l'ai pas acheté en physique, hein. Mais l'édition est très, 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 très belle, faut le dire. Je l'ai vue plein de fois en librairie. Elle ne coûte pas cher pour ce que c'est, je trouve. Je crois qu'elle coûte 23 € pour un semi-hardback, c'est-à-dire ces couvertures souples mais un peu rigides, là, tu vois. Jaspé, tout ça, enfin bref, voilà, franchement, de toute façon, Gulfstream Editor, ils font vraiment, vraiment des belles couvertures et des belles éditions. La seule chose que je peux leur reprocher pour avoir eu des SP2, c'est que à l'époque, parce que ça fait quand même des années, et en temps, ils ont peut-être changé de fournisseur, mais à l'époque, quand il y avait des dorures, ça partait vite. Tu touches le truc, ça part vite, c'est très, très dommage. Mais en tout cas, leurs éditions sont très belles et leurs titres sont plutôt de qualité, je trouve. Bref, Podam m'a déçu. Ici, on va suivre Blanche. C'est une réécriture du conte de Podane. Il faut savoir que moi, je ne l'ai jamais lu, mais je pense pas que ce soit à cause de ça que ça m'a déçu, parce que je ne me suis pas sentie perdue ni quoi ou qu'est-ce. Mais on va suivre Blanche, qui est la princesse d'un royaume, du plus grand royaume de leur partie du monde. Je sais même pas comment faire le synopsis. Je suis désolée, j'ai oublié le synopsis exact et j'ai vraiment peur de vous spoiler, parce que celui-là, c'est un livre que je sais que beaucoup de gens veulent le lire, donc je veux absolument pas vous spoiler, donc je vais vous mettre le synopsis ici. Voilà, lisez le synopsis, mettez pause, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et moi je vais continuer avec pourquoi ça m'a déçu. Alors ça m'a déçu parce que en attendais plus. Je lui ai donné 3,75 étoiles, ce qui est une très bonne note, je trouve. Mais dans mon cœur, il vaut 3 étoiles, tout au plus. L'histoire, je ne l'ai pas trouvée si entraînante que ça. J'étais pas trop dedans. En fait, j'ai préféré la première partie à la deuxième partie. Pourtant, la première partie était ennuyeuse. C'était un ennui intéressant parce que c'est la partie qui m'a fait découvrir le monde, qui a mis en place un langage et un vocabulaire particulier, très pompeux. Et c'est vrai que c'est une des critiques que j'ai vues quand j'ai regardé des revues. Mais bon, pour moi, je le mettrais pas en critique parce que ça va avec le personnage principal, ça va avec le monde. C'est une écriture pompeuse. Mais je trouve que c'est le contexte pour. Voilà. Donc si vous n'aimez pas ce type d'écriture, dans tous les cas, n'allez pas vers celui. Mais c'est pas ça qui m'a déplu. C'est que, ok, j'ai lu la première partie, je me suis dit, ok, il se passe pas énormément de choses. Mais voilà, il y a des petits trucs. On me présente des personnages qui sont très intéressants, très intrigants, mis en place franchement super bien fait, etc. Puis après, à partir de la deuxième partie, ça s'accélère d'un coup. Et malheureusement, malgré le fait que ça s'accélère, ça m'a laissé sur le côté, quoi. Je me suis juste un peu ennuyée. Et en même temps, j'ai pas de grosses critiques à faire. Je trouve juste le récit assez mid, assez moyen, avec un gros point positif pour la plume en fait. Donc je me dis c'est peut-être pour la plume qu'il a reçu autant d'éloges, sachant que c'est du young adulte. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'introduire une telle plume dans du young adulte et de le réussir. Donc bravo à l'autrice pour ça. Mais pour moi le récit il était pas foufou. Aussi je l'ai lu en audiobook. Il est sur Evren si ça vous... Non, il est sur Spotify je crois. La voice actor, j'ai oublié comment on dit ça en français, excusez-moi,
n'est pas folle. Elle a un ton qui va pas du tout avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elle a un ton qui va bien avec le personnage principal et on le comprend dès le début parce que c'est un personnage principal qui se prend pas pour de la merde. Pas qu'elle ait un but de sa personne, bien au contraire, elle a une image de soi très basse. Mais en fait, elle sait qu'elle est princesse et du coup, son niveau de réflexion et de parole et de tout ça, de discussion en fait est à ce niveau. Donc, elle est très posée, très calme dans sa façon de parler, très froide en fait si tu veux. Et du coup, la personne qui narre, la narratrice, c'est ça le mot, la narratrice elle tient à garder ce ton-là, sauf qu'il y a des moments d'accélération, il y a des moments de panique même de la part du personnage principal qui ne sont pas du tout retranscrits dans l'audio. Elle va vraiment parler avec un ton monotone et puis d'un coup on va dire elle est en train de paniquer, ou enfin c'est pas écrit comme ça, hein, vous avez compris. Elle a le cœur qui bat la chamade, je sais pas quoi, et en fait elle est en train de parler de façon monotone quand on entend le personnage principal. Elle n'essaie pas du tout de mettre, à mon humble avis, hein, de la présence, de l'émotion, en tout cas dans la voix du personnage principal. Quand on change de personnage, on sent un peu plus d'émotion. Et pour moi ça a été un gros flop. Donc je pense que ça a contribué au fait que le récit me déçoit. Mais c'est vrai que niveau plot lui-même, j'ai pas non plus été super convaincue. Donc voilà, je lui ai quand même mis 3,75 parce que j'ai l'impression que de façon concrète, c'est un bon livre. C'est pas un livre qui a su me toucher. Donc bonne note, mais je ne sais pas si je vous le recommande. On continue, on est presque à la fin, je vous rassure. On a Et il meurt à la fin de Lulubi, et à la fin il meurt, pardon, de Lulubi, qui est une sorte de BD documentaire où elle va reprendre les contes de fées de notre enfance et en dire la vérité, l'exécrable vérité, le fait qu'ils ont écrit de base pour des adultes et que du coup le contenu n'est pas ce qu'on pensait, et le fait que voilà, au final c'est la version commerciale vendue par les enfants de Disney qui est restée dans les esprits, mais les versions de base ne sont pas du tout les mêmes. Elle va aussi faire une tangente sur féministe, raciste, est-ce que c'est de façon inhérente raciste ou antiféministe, ou est-ce que au contraire c'est des récits qu'on a utilisés pour ouvrir les esprits sur certaines choses. Tout est sourcé, voilà, et cite les personnes, les auteurs de base, les auteurs qui ont imaginé les contes de base. Et voilà, et on alterne en fait le côté documentaire de vraiment non-fiction en mode tel auteur a fait ça, illustré, étant donné que c'est une BD. Donc c'est beaucoup plus digeste. Et le récit même de ces contes-là, mais illustré. Franchement, chapeau. Je lui ai donné 4,75. C'est vraiment un bel ouvrage. Même physiquement, c'est chez Delcourt. Il est très très beau. Donc n'hésitez pas à l'acheter parce que pour moi, il vaut complètement le coup. Ensuite, gros flop, j'ai lu 2 tomes de Grandmaster of Demonic Cultivation de Mo Xiangshu, je crois. J'étais au tome 7, donc j'ai lu les 8 et 9, je crois, ou 7 et 8, je ne sais plus. Pourquoi déception? Et vous allez me demander pourquoi j'en suis arrivée jusqu'au tome 8 ou 9. Si c'est une déception, bah écoutez, on m'a vendu quelque chose et c'est pas du tout ça. Je lis la BD, enfin le manhwa, je crois, que c'est comme ça que ça se dit. C'est-à-dire que ça ressemble, c'est les chara-design un peu d'un manga si tu veux, mais c'est en couleur. En fait, on m'a vendu un BL dans une sorte de Chine ancienne. Et au final, c'est beaucoup d'intrigues de clans, mais pas très solides à mon goût. Et en même temps, il y a trop de noms qui se ressemblent. En fait, je lis et je me dis, mais là, on parle de qui? Mais ça, c'est qui? Mais qui a fait quoi, etc. Mais où est le BL? Je suis au tome 7, il n'y a même pas un BL. Il n'y a même pas une déclaration mais de je t'aime bien. Il n'y a rien. Vous m'avez menti, ce n'est pas un BL. C'est même pas le fait que ce soit pas un BL. Ça pourrait être bon, même si c'est pas un BL, mais... Et j'ai l'impression que tout est fait pour que tu continues en te disant, ouais, ça arrive. La partie intéressante arrive, tu vois. C'est comme ça que je suis arrivée jusqu'au tome 7. Mais frérot, à un moment là, je vais abandonner. Ensuite, il nous reste 3 ouvrages, 2 BD et un roman qui a eu 5 étoiles, donc je vais le garder pour la fin. J'ai lu Le Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft, illustré par Gutanabe, dans les belles éditions, je sais plus comment s'appelle la maison d'édition. Ah, je la connaissais, j'ai oublié le nom. Mais c'est des très belles éditions où la couverture, on dirait que c'est du cuir et tout. Donc c'est une histoire finie en 2 tomes et moi j'ai lu le tome 1 dans le cadre de la lecture que Yann m'a donné. Donc tous les mois on se donne l'un l'autre des lectures et ce mois-ci il m'avait donné ça. Dedans on va suivre un jeune homme qui, bon, c'est dans les années 1900 ou 1800 je sais plus. Il est en train de voyager de ville en ville, en fait il est en vacances si tu veux, et parce qu'il n'a plus assez d'argent pour rejoindre convenablement sa prochaine destination où il y a un membre de sa famille, je crois que c'est sa tante ou un truc comme ça,
il va se dire je vais prendre le bus. Sauf que pour prendre le bus, il doit passer par un village ou une ville que tout le monde le déconseille d'aller. Et lui, il est fan d'architecture et d'histoire, et il se dit quand on va lui raconter le pourquoi du fait que il y a une secte là-bas et puis ils sont bizarres et puis c'est à moitié des monstres et puis voilà, ça va juste plus lui donner envie et il va forcer, il va y aller, il est censé passer une nuit là-bas. Donc on va le suivre dans ça. Les illustrations sont magnifiques. C'est du Lovecraft, donc j'allais dire c'est une ambiance Lovecraftienne. Oui, dans le sens où c'est de l'horreur un peu bizarre avec des monstres liés à la mer. C'est vraiment une thématique que Lovecraft a développée un peu partout. Il y a du racisme. Mais bon, c'est pas étonnant vu l'auteur de base. Mais je dis pas du racisme en mode on voit des noirs et on se dit des noirs. Non, c'est plus fin que ça. C'est dans la stigmatisation d'une population migrante qui aurait ramené des pratiques religieuses pas normales. Et ces pratiques religieuses ont mené au fait que les personnes sont devenues des monstres. Donc voilà, je lui ai donné 3,25. Pour moi, c'était moyen. 3,25 parce que les graphiques sont magnifiques. Genre Gutanabe, chef kiss, vraiment. Le récit, quant à lui, je l'ai trouvé jusque-là bon, sans plus finir parce qu'on a les 2 tomes, mais c'était vraiment ça, bon, sans plus, pour moi. On a ensuite D'or et d'oreiller de Flore Vesco, illustré par, j'ai oublié le nom, elle est sous mes yeux, Mayalène Gust. Donc de base, c'est un roman, D'or et d'oreiller, dont j'en ai entendu parler il y a des années, il est sorti il y a un moment, et il a été illustré tout récemment là, tout récemment non, je pense il y a 1 ou 2 ans, par Mayalène Gust, chez, je sais plus qui, chez Rue de Sèvres. Alors déjà, Mayalène Gust dessine divinement bien. Les dessins sont magnifiques. C'est incroyable, les couleurs, la façon dont elle a... magnifique. Mais alors l'histoire, je suis passée à côté. Je lui ai mis 2,25, même pas la moyenne. C'est-à-dire j'étais en mode, je suis déçue. Et en fait, c'est le genre d'histoire, je me dis, non, fallait pas l'adapter en BD. En fait, pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'en fait, j'ai lu toute la BD et à la fin, je me suis dit, je suis persuadée que j'aurais aimé le roman. Mais alors la BD, c'est trop onirique, il y a trop de choses qui sont passées un peu sous silence ou pas expliquées. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe, il n'y a pas de logique. Non. Mais en même temps, tu sens que en roman, ça aurait pu être un banger, tu vois. Et le truc, c'est que je connais déjà l'histoire, donc j'ai pas envie d'aller lire le roman. Mais du coup, je suis déçue parce que je me dis, c'est peut-être un roman que j'aurais kiffé, quoi. Bref, dans tous les cas, moi j'ai l'impression que parfois les adaptations de romans en BD, c'est pas le même support, c'est pas pour rien, quoi. Genre... Anyway, j'ai pas eu de chance concernant cela jusque-là. Donc on arrive maintenant au dernier ouvrage et au fameux 5 étoiles. Il s'agit de Lien de sang de Octavia E. Butler, que j'ai enfin lu. Et c'était encore une fois dans le cadre du Summerwind. Coup de cœur. Alors, c'est celui que je m'attendais à le moins aimer. Je vous l'avoue. Pourquoi ? Parce qu'il y a le thème de l'esclavage et que j'ai tendance à être fatiguée de ce thème. C'était sans compter le génie de l'autrice. Donc dans Lien de sang, on va suivre Dana qui vit dans les années 1970 et quelques. Elle a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années. Elle est entre 20 et 30 ans, peut-être 25 ans, un truc comme ça. Elle a un mari ou un copain, en tout cas ils vivent ensemble et tout. Voilà, sa vie se passe plutôt bien et puis un jour elle va avoir des vertiges et elle va se retrouver propulsée dans le passé auprès d'une époque esclavagiste, donc un centenaire plutôt, 1800 et quelques. Et elle va voir un petit garçon blanc roux qui est en train de se noyer, elle va le sauver. Et on va très vite se rendre compte que 1 plus 1 est égal à 2. En fait, ce petit blanc là, c'est son ancêtre. Voilà, Dana est noire. Elle est même dark skin. Donc comment te dire que quand elle se rend compte de ça, elle est en mode hold up. Wait a minute. Donc oui, après on comprend et on sait que les personnes noires, surtout vivant aux États-Unis et même au bled, mais voilà, il y a beaucoup de chances qu'elles aient du sang blanc entre guillemets parce que l'esclavage fait que, les viols ont fait que, tout ce que tu veux. Mais bref, elle va le sauver et en fait, ça va devenir quelque chose de récurrent où elle va être dans son époque et elle va être rappelée entre guillemets dans le passé et à chaque fois elle va voir son ancêtre en question des années après qui est dans une situation de mort imminente. Et voilà, il n'y a pas que ça qui se passe, mais je te dis exprès pas pourquoi. Je te dis pas exprès pourquoi. Ouf, c'était pas du tout français. Je fais exprès de ne pas te dire ce qui se passe autour. Voilà, pour ne pas te spoiler. Mais en gros, on va suivre plus sa vie dans le passé. Parce que quand elle le sauve, elle n'est pas directement repropulsée dans son époque, tu t'en doutes. Donc il se passe des choses. Une jeune femme libre, noire, dans une époque esclavagiste. Donc voilà, autant te dire qu'il y a beaucoup de trigger warning. Mais alors,
je te déconseille de ne pas aller dedans à cause des trigger warnings. Parce que je trouve que c'est soutenable. Surtout pour les personnes non noires. C'est pas parce que je pense que vous manquez d'empathie, mais je sais que quand tu n'es pas concerné par quelque chose, ça peut te faire mal. Mais c'est pas la même chose que quand tu es concerné. It's not the same. It's really not the same. Donc, nous, pour les noirs, bon, lisez-le. Lisez-le. Mais la vérité, ça va piquer, ça va faire mal. Vous aurez le sang qui va bouillir, etc. Mais vraiment, ce récit, pour moi, c'est du génie. La façon dont il est fait, les thèmes qui sont abordés. C'est-à-dire que tu as l'impression que Octavia Butler, elle règle ses comptes avec tout le monde, y compris les noirs. Hein. Faut pas croire qu'on est épargné dedans. Et je parle pas de épargné en mode on se fait pas battre, fouetter, etc. Non, oui, bien sûr, tu vas avoir des scènes comme ça, ouais, parce que ouais, c'est l'esclavage. Mais moralement, on nous chicote aussi dans ce livre. C'est-à-dire que elle règle ses comptes avec quasiment tout le monde. Bien sûr, dans le scope de l'époque et du contexte. Donc tout le monde en prend pour son grade. Elle va développer des thèmes qui piquent, dont on ne veut pas parler, des N-words de maison, comment ils en arrivent là, des personnes qui vont devenir collaborer finalement avec l'oppresseur entre guillemets, ou en tout cas qui vont être accusées de collaborer avec l'oppresseur. Des oppresseurs eux-mêmes, c'est-à-dire que l'autrice même, elle essaie de nous faire avoir de l'empathie pour les oppresseurs, en tout cas pour un des oppresseurs. Et à un moment, je suis tombée dans le panneau, j'ai honte de moi, mais je vais vous dire la vérité, je suis tombée dans le panneau. J'ai eu de l'empathie pour un des oppresseurs. Jusqu'à présent, son nom est gravé là. Ceux qui ont lu, vous savez c'est qui? Ce bâtard. Anyway, bref, j'étais en train de finir sur Lien de sang et de vous dire que ça tombe bien que je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai un live ce soir avec Margot. C'était la semaine dernière, hein, le live de Summer Rain, mais malheureusement il y a eu un problème technique. Le micro du casque que j'utilisais m'a lâché et ne voulait plus se reconnecter. On n'a pas pu parler de Lien de sang, donc on va en parler un petit peu aujourd'hui pendant son live du dimanche qu'elle fait tous les dimanches. D'ailleurs que je vous recommande parce qu'il est trop bien. Moi je kiffe regarder ça à partir de 18h tous les dimanches. Je kiffe ma vie. Anyway. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. À partir de maintenant, cette chaîne part en mode automne, ambiance automnale. Pas que je ne l'étais pas particulièrement parce qu'on est d'accord, hein, ce que je lis, c'est très automnal en général. En tout cas, c'est pas été très flowery, très joyeux. Mais voilà, je vais essayer de mettre les formes. J'ai commencé, j'ai mis du marron là. J'ai mis un pull alors qu'il fait 25 degrés, frère. Et voilà, moi je te dis à bientôt dans tous les cas pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Ciao!